Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir dans cet atelier qui prend place dans les rencontres François Rabelais, qui sont sur un format un peu inédit cette année compte tenu de la situation sanitaire. La question posée aujourd'hui est celle des gastronomies pour tous. La question des rencontres François Rabelais, c'est des gastronomies pour tous. Et la question présentée aujourd'hui par cet atelier, c'est la question de la gastronomie en épicerie solidaire. Alors, je voudrais commencer par remercier le nombreux public présent ce soir et puis bien sûr remercier les trois intervenants de cet atelier qui sont Clément Brelot, Dominique Paturel et Ariel Martinez. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps quand même pour vous présenter davantage. Donc, Clément Brelot, donc, vous êtes un acteur donc, de terrain des épiceries solidaires et vous êtes directeur d'une épicerie solidaire à Bourges qui approvisionne actuellement 400 familles à peu près 400 familles dans cette épicerie solidaire. Et c'est une structure que vous dirigez depuis 2012. Peut-être je peux vous laisser voilà, quelques secondes pour vous présenter puis compléter ma propre présentation, si vous le souhaitez. Pardon. Vous voulez que je présente l'épicerie Non, non, ou... juste vous présenter très rapidement. Après, on Non, bah voilà, non, pour non, j'ai rien à l'épicerie. rajouter, hein. Donc voilà, directeur de l'épicerie depuis 2012. Ouais. D'accord, très bien, merci. Alors, Dominique Paturel. Donc, Dominique Paturel, vous êtes chercheur en économie-gestion à l'INRAE de Montpellier. Et vous êtes donc spécialiste des questions d'accès pour tous à l'alimentation durable et notamment pour les personnes à petit budget ou en situation de précarité. Et vous avez travaillé sur un certain nombre de dispositifs, pas uniquement sur les épiceries sociales, groupements d'achat, glanage, troc, donc sur des systèmes de solidarité alimentaire qui pensent la solidarité de façon différente que les systèmes qui sont à gérer l'urgence. Et il ne s'agit pas d'une critique, hein, il y a des systèmes qui gèrent l'urgence, mais vous réfléchissez à des façons de faire plus durables, permettant d'approvisionner des structures de l'aide alimentaire en circuit court, en circuit de proximité, notamment pour les fruits et les légumes, et d'associer solidarité avec des agriculteurs en difficulté et solidarité envers des publics qui ont des difficultés d'accès à une alimentation de qualité. Donc, peut-être vous voulez rajouter quelques mots et vous présenter directement. Juste vite fait, ce à quoi vous faites allusion, c'est un gros programme de recherche qui s'appelait EcoALES et qui a concerné effectivement les réseaux d'épicerie sociale. C'est un programme qui a été fermé. Et donc, beaucoup de questions se posent aussi sur les raisons pour lesquelles on ferme un tel programme. Et en même temps, dans l'avancée de nos travaux, de plus en plus, on fait la différence entre une réponse qui serait par le biais de l'aide alimentaire et une réponse qui pose la question de l'accès à l'alimentation pour l'ensemble de la population et comment, finalement, cette question de l'aide alimentaire pourrait se traiter différemment et faire amener vers entre guillemets, une approche de droit commun la plupart des gens qui sont aujourd'hui captifs de ce système alimentaire, d'aide alimentaire. Très bien, merci. Et puis notre troisième intervenant, donc c'est Ariel Martinez qui est membre de l'association, représentant de l'association Résolis ici, qui est une association nationale créée en 2010 et qui mène des démarches de recherche, action, de soutien à la mobilisation d'acteurs de territoire dans des pratiques de transition.
voilà, écologique, alimentaire, énergétique. Donc ici, c'est plutôt les questions de transition agricole et alimentaire qui nous intéressent, et notamment avec un observatoire mené par Résolis sur les initiatives en alimentation durable et responsable. Et ce sera intéressant de pouvoir interroger la place des différentes formes de solidarité alimentaire que vous avez pu repérer au sein de ce réseau, donc sur ces expériences différentes de l'assistance alimentaire caritative ou parallèle. Et peut-être, Ariel, vous voulez rajouter quelques mots de présentation pour que tout le Oui, monde vous peut-être repère juste, bien? merci Geneviève, bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation. Peut-être juste rajouter deux mots sur Résolis. Alors effectivement, nous, on est basé principalement à Paris, mais moi, je suis détaché en région Centre-Val de Loire. Alors j'ai un peu une double casquette puisque en Centre-Val de Loire, j'anime un réseau de projets alimentaires territoriaux. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les PAT, dans leur acronyme, c'est des territoires, des collectivités qui se lancent dans des politiques alimentaires plus transversales qui intègrent normalement l'accessibilité alimentaire, mais pas toujours. On pourra peut-être y revenir. Et du coup, effectivement, en poussant ces collectivités, en faisant du plaidoyer auprès d'elles pour qu'elles intègrent les acteurs locaux et qu'elles les capitalisent leurs actions pour les prendre en compte dans l'élaboration de ces politiques publiques. Et d'où l'observatoire et d'où une méthodologie qui est liée à cette observation de terrain. D'accord, merci Ariel. Je vous propose de rentrer plus directement dans le vif du sujet, mais peut-être je vais recontextualiser cet atelier aujourd'hui et rappeler ce qui va nous préoccuper. Donc, c'est un atelier, donc gastronomie en épicerie solidaire, qui met en tension deux termes, donc celui de gastronomie et solidarité alimentaire, on va dire, qui ne sont pas toujours associés ni dans les représentations, ni dans les pratiques des différentes formes de solidarité alimentaire. Et donc, c'est un atelier qui va nous inviter à rappeler aussi les différentes fonctions, les différentes dimensions de l'alimentation, qui ne sont pas que des fonctions et des dimensions biologiques, nutritionnelles, ni même gustatives, mais qui ont également des fonctions sociales, culturelles, festives, hédonistes, etc. Et qu'il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces questions-là. Et donc, ça signifie que le fait de préparer un repas, de manger à plusieurs, y compris sans que ça coûte effectivement très très cher, mais il y a toute cette dimension-là compte autant que, à la limite, compte presque autant que ce qu'on va mettre également dans l'assiette. Et donc, plus largement, ça nous permettra aussi d'envisager des questions peut-être de démocratie alimentaire, de justice alimentaire, en tout cas d'accès pour tous à une alimentation de qualité dans les différentes dimensions de ces qualités alimentaires. Et donc, comment ces différentes dimensions de l'alimentation peuvent-elles être satisfaites par le biais des épiceries solidaires? Comment ces épiceries solidaires permettent-elles à leurs bénéficiaires d'être de véritables acteurs et décideurs de leur propre alimentation? Et comment ces épiceries illustrent-elles une forme de solidarité alimentaire voilà, qui valorise la réciprocité, l'autonomie pour les bénéficiaires par rapport à d'autres expériences par rapport à des expériences, en tout cas, quelles sont ces formes de solidarité alimentaire en proximité, en autonomie, qui soient un peu détachées ou différentes des formes d'assistance qui gèrent les besoins quantitatifs d'urgence. Voilà comment on pense cette solidarité alimentaire et cet accès à une qualité, à l'ensemble des qualités alimentaires pour tous, qui soit un peu détaché, un peu plus pérenne, un peu plus durable que simplement répondre aux besoins quantitatifs d'urgence. Alors peut-être que la première entrée, c'est justement de revenir sur ce que sont les épiceries solidaires et quel fonctionnement particulier, quel modèle justement de solidarité alimentaire elles développent, notamment parce qu'il s'agit de ne pas pratiquer la gratuité, justement. Donc, hein, c'est un modèle qui est très particulier. Et peut-être je peux demander directement à Clément Brelot, qui dirige une épicerie solidaire, de revenir sur ce modèle particulier des épiceries
épiceries alimentaires dans leur modèle de solidarité alimentaire. Bien, bonjour à tous. Donc, pareil, un grand merci de votre invitation. Double titre, hein, je suis ravi d'être parmi vous. Par le sujet, déjà, je trouve passionnant. Et par le rapprochement aussi qu'on peut avoir avec le monde universitaire. Nous, on est à Bourges, on a une certaine notoriété, mais en dehors, pas forcément. Alors voilà, je pense qu'on a des liens à faire. Donc, l'épicerie solidaire existe à Bourges, existe depuis 2008, donc elle a 13 ans d'existence. Notre principe, comme beaucoup d'épiceries sociales ou solidaires, c'est de permettre à des familles, donc nous localisés à Bourges-Nord, dans le quartier prioritaire de la ville Bourges-Nord, d'accéder à des produits alimentaires à des petits prix afin de réaliser des économies pour financer un projet spécifique établi par l'assistante sociale. Donc le projet, c'est financé grâce aux économies réalisées. Ça peut être un achat de mobilier, de l'équipement électroménager. Donc là, on rentrerait dans le thème comment mieux cuisiner. Mais ça peut être aussi autour du logement, de la mobilité, des formations, de remboursement d'une dette, etc., etc. Donc, nous, on propose... donc voilà, finalement, les épiceries sociales ou solidaires. Alors, la définition exacte, je ne l'ai pas, mais il me semble que social, c'est plus géré par les municipalités, et solidaire, associatif. Mais ce n'est pas toujours vrai. Dans tous les cas, c'est la forme moderne de l'aide alimentaire. Avant, il y avait, comme disait Geneviève, historiquement, l'aide alimentaire restait sous forme de colis d'urgence distribués par souvent les banques alimentaires, les restaurants du cœur ou d'autres structures, la Croix-Rouge. Depuis 10-15 ans se développent ces modèles qui respectent plus la dignité des personnes, puisqu'il y a la notion de réciprocité, puisque les familles, alors chez nous, on a une règle, c'est 25% du prix du commerce qui paye. C'est-à-dire un produit qui coûte 4 € dans le commerce, il coûte 1 € chez nous. À titre d'exemple, nos fruits et légumes sont à 60 centimes le kilo. Donc il y a cette dignité par la réciprocité, par l'accueil qu'on peut faire, par le libre choix, puisque c'est du libre, il y a une entrée et puis ils choisissent les produits qu'ils veulent, et par l'accompagnement qu'on propose. Donc les familles, comme je vous disais, accès à ces produits alimentaires à petit prix, mais pas que. C'est pour ça que pour nous, l'aide alimentaire est un outil, ce n'est pas une finalité. Un outil budgétaire, puisqu'il est très efficace pour répondre aux difficultés des familles en précarité, par les économies réalisées. Un outil de santé publique, puisque accéder à des denrées alimentaires permet de mieux manger, hein, selon les principes du PNNS. On a accès, en venant à l'épicerie, à toutes les grandes familles, les laitages, les féculents, la viande, etc., etc. Les fruits et légumes, bien sûr. On a aussi tout un volet accompagnement social à travers des actions qu'on peut mener, que je vous expliquerai. Les ateliers, notamment, on fait des ateliers d'information sur le droit commun. Et on fait en interne des ateliers cuisine. Et enfin, c'est un lieu de lien social important. Hein, ça permet. Alors à Bourges, en plus, on a un taux de personnes isolées très importante. Je crois qu'on est autour des 20%. C'est au-dessus de la moyenne nationale. Et donc, venir à l'épicerie, ça permet de. Bien sûr, il y a le prétexte alimentaire, mais aussi de sortir de chez soi. On l'a bien vu pendant le confinement. Pour certains, c'était la seule sortie. Donc voilà, ce que je voulais vous dire simplement, c'est le modèle des épiceries. C'est assez récent, mais ça se développe de plus en plus. Et qu'il est assez efficace pour lutter contre la précarité. D'accord, merci. Et est-ce que juste pour compléter, dans le fond, qui sont les bénéficiaires, les personnes qui viennent? C'est des familles? Alors, vous avez parlé de beaucoup de personnes isolées. Qui sont ces personnes qui viennent chercher de l'alimentation dans les épiceries solidaires? Et c'est pour un temps assez défini. Donc, est-ce que juste vous pouvez préciser cela? Alors, les familles sont toutes dans notre système. Hein, après, chacun c'est les règles de fonctionnement. Mais là, c'est rigolo. Ce matin, j'ai reçu une charte nationale des épiceries sociales et solidaires. Ce document qui est rédigé a priori par le ministère de la Santé et qui explique exactement. Alors, c'est dommage, on aurait pu vous l'envoyer avant. Mais cette charte nationale des épiceries sociales et solidaires, ça doit se retrouver. Et je vois que finalement, les critères, c'est exactement ceux qu'on pratique. Donc, nous, il y a orientation par un travailleur social pour venir à l'épicerie solidaire. On n'y a pas d'inscription directe.
C'est des familles. Alors nous, on a fait ce choix-là dès le début, de travailler qu'avec les familles du quartier prioritaire de la ville Bourges-Nord, en sachant que ce quartier, il y a à peu près 10 000 habitants. Donc c'est assez important. Une grande précarité, avec tout ce qui se... voilà, des taux de chômage importants, taux de famille monoparentale importants. Malheureusement, tous les critères des quartiers prioritaires de la ville. Un public multiculturel, de fait d'implantation depuis les années 70. Hein, c'est des logements qui ont été créés après la guerre d'Algérie, donc qui ont accueilli des familles venant du Maghreb, et après toutes les vagues migratoires successives. Et depuis 10 ans, Bourges accueille aussi beaucoup de demandeurs d'asile, hein, suite à la saturation des lieux parisiens, orléanais, du Nord. Donc nous, on accueille un public plutôt familial, hein, logé. On n'a pas des gens, très peu, qui sont à la rue, puisque venir ici, il faut participer. C'est pour ça que l'urgence est importante. Hein, il faut que les associations qui travaillent dans l'urgence continuent de faire ce travail, parce que malheureusement, des gens ne peuvent pas aller en épicerie sociale ou solidaire. Donc nous, un public généralement qui a un logement, par contre les logements ne sont pas toujours bien équipés, familial, avec des personnes seules, multiculturel, je vous l'ai dit. On propose un accompagnement de moyen terme, puisque les gens peuvent venir entre 4 mois et 1 an. Hein, c'est des périodes renouvelables, mais généralement, on va jusqu'au 1 an. Pourquoi? Parce que le projet, il y a besoin d'1 an pour le réaliser, puis il faut renforcer les situations. L'épicerie permet d'améliorer le quotidien des familles. Il n'est pas, voilà, comme je vous disais, une finalité, l'aide alimentaire. On souhaite qu'à la sortie du dispositif, les familles aillent mieux. S'ils ont pu acquérir un réfrigérateur, leur situation sera plus facile. S'ils ont pu passer le permis de conduire, il sera plus facile de s'insérer durablement sur le marché de l'emploi. Donc, un accompagnement de moyen terme, en sachant qu'ils viennent quand ils veulent, choisir les produits qu'ils veulent. Donc, ils peuvent venir tous les jours, 1 fois par semaine. D'accord, merci. Alors, vous venez justement de parler de choix des produits. Et donc, quand on pense aux épiceries solidaires, on va penser à voilà, d'où vient l'alimentation que vous proposez donc à des tarifs beaucoup plus faibles que dans les magasins habituels, donc dans ces épiceries solidaires. Et quelles sont les possibilités de choix, à la fois pour les épiceries solidaires, de l'alimentation qu'elles vont pouvoir vendre dans leurs épiceries, et ensuite, à un deuxième niveau, le choix pour les bénéficiaires de ce qu'ils vont pouvoir, de ce qu'ils vont pouvoir manger, et notamment là pour répondre directement à notre questionnement sur gastronomie. Donc du coup, comment est-ce que vous pouvez choisir l'alimentation dans ces épiceries solidaires, et comment faire pour avoir une alimentation diversifiée avec des fruits et des légumes, des produits frais, comment vous gérez cet approvisionnement? Et c'est une question que je pose aussi à Dominique Paturel également, ou à Ariel Martinez, sur des systèmes, peut-être au-delà du cas de l'épicerie solidaire de Bourges, sur des systèmes qui permettent d'approvisionner ces épiceries solidaires en produits frais, en produits locaux, voilà, tout ce qui permet d'avoir une alimentation diversifiée, de qualité, donc offerte ou proposée, aux bénéficiaires. Ok, donc la question de l'approvisionnement. Ouais, moi, je vais commencer sur l'approvisionnement. Donc l'approvisionnement, donc nous, on est une association, ça je vous l'ai pas dit, on est associatif, on est autonome, on n'est pas rattaché à un mouvement. Alors pour ceux qui connaissent l'Andes, on n'est pas Andes. Et donc il y a beaucoup d'associations qui sont gérées de structures d'épicerie sociale gérées par les CCAS. Nous, c'est pas notre cas. Donc on a un degré de liberté assez important. On n'a pas besoin de se justifier. C'est des choix après, soit de la direction, soit du conseil d'administration. Notre principal fournisseur reste la banque alimentaire. On y va tous les jours. Ils nous fournissent une alimentation de qualité. Il faut savoir qu'il y a des dispositifs, comment on appelle ça, fiscaux, pour favoriser les dons des industriels ou des supermarchés, puisque c'est déduit à hauteur de 60% de la valeur marchande. Donc, ça les incite à donner plutôt que de jeter, en sachant que jeter a un coût maintenant. Donc, il y a de plus en plus de dons. Donc, c'est la banque alimentaire qui s'occupe de faire l'intermédiaire entre le donateur et les associations. Nous, on ne va pas collecter de la marchandise directement. Et ça nous arrange parce que c'est un travail important.
Donc la banque alimentaire nous fournit, comme je vous disais, tous les jours des produits soit de qualité. Notamment, on a la chance d'avoir des bases logistiques à Bourges. Et donc, on a beaucoup de fruits et légumes en palette directement. Tout ça, ça vient du monde, on va dire, de la grande distribution. Donc, c'est des produits qui ont quand même circulé, mais qui sont frais. Voilà. L'avantage de passer par les bases logistiques, c'est qu'ils ne sont pas passés en supermarché. Et donc, ils sont de qualité, ils sont présentables, ils ne sont pas abîmés, et puis ils sont de qualité. Par contre, on est quand même loin de l'agriculture biologique, voilà, et du court-circuit. Du circuit court, pardon. J'ai fait un lapsus. On a une politique d'achat également. C'est-à-dire qu'on ne va pas se satisfaire que des produits de la banque alimentaire, parce que la banque alimentaire n'a pas toujours tous les produits. Et quand il manque des produits, on va les acheter chez des fournisseurs associatifs ou en grande distribution. Je voulais vous parler du lait, de l'huile, du sucre, du lait bébé, du beurre, voilà, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Et donc, il y a des produits qu'on va acheter ailleurs, quitte à perdre de l'argent dessus. Notre modèle économique le permet, puisque sur les produits achetés à la banque alimentaire, je dis acheter parce qu'on a une contribution quand même, une petite contribution autour de 24 centimes le kilo. On va pouvoir faire une marge et qui va permettre d'acheter des produits sur les autres produits que je viens de vous citer. S'il nous en manque, on va pouvoir les vendre à perte pour avoir un prix abordable pour les familles. Donc voilà un peu le modèle économique et notre façon de fonctionner avec les fournisseurs. Ce qui nous permet, nous, on veut toujours assurer, comme je vous disais tout à l'heure, la présence en permanence de l'ensemble des grandes familles alimentaires. Et on a un grossiste alimentaire aussi à Bourges qui nous permet aussi d'avoir des produits qui nous fait en promotion. Le défaut, c'est pas le défaut, mais là où on aimerait bien, peut-être qu'on en reparlera plus tard, se rapprocher, c'est peut-être de l'agriculture locale pour avoir des produits issus d'un circuit plus court. La difficulté, c'est que c'est le coût, hein, bien sûr. Également, on n'est pas une région, alors on est une région agricole, mais plutôt céréalière. Donc il y a peu de maraîchers. D'accord, merci. Alors peut-être on va élargir justement cette question de l'approvisionnement des épiceries solidaires en produits locaux, bio, circuits courts, avec des systèmes qui existent. Alors au-delà du cas de l'épicerie de Bourges, il existe des systèmes ou des expériences qui ont été menées justement pour proposer davantage d'approvisionnement en circuits courts. Peut-être je vais me tourner vers Dominique Paturel qui peut peut-être voilà, développer certaines expériences qui ont été menées en ce sens. Alors, oui, je vais vous parler de 2-3 expérimentations qu'on a mis en place et qui sont des expérimentations qui n'ont pas été généralisées. C'est-à-dire qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits d'arrêter ou en tout cas de ne pas faire monter en généricité ces propositions-là. Mais en même temps, le premier confinement a poussé certaines, disons, je pense au jardin de Cocagne en particulier, qui ont finalement dû trouver aussi d'autres sources de commercialisation et surtout de trouver, enfin comment dire, de se mettre en accord avec, pour certains d'entre eux, l'envie que leur production soit accessible. Et donc, il y a eu aussi de ce côté-là, aujourd'hui, des articulations qui sont faites, en particulier avec des réseaux d'épiceries solidaires sur le modèle de celle de Bourges, c'est-à-dire d'épiceries qui ne sont pas forcément ni dans le réseau de l'Andes, ni dans l'autre réseau d'épiceries sociales qui est en place dans la région de Lyon. Mais donc, effectivement, nous, on a 2 types d'expérimentation. On en a une qu'on a menée avec les Restos du Cœur ici, sur Montpellier, qui a été celle de demander aux Restos du Cœur d'utiliser leur pouvoir d'achat, puisque comme l'épicerie de Clément, les Restos du Cœur achètent une partie de ce qu'ils distribuent. Et on leur a demandé d'utiliser cette enveloppe qu'ils avaient localement pour la région de Montpellier à l'achat à des producteurs locaux. En sachant que dans la production locale, parce que la réalité de la production locale maraîchère, il faut aussi la regarder d'un peu près, sur la région de Montpellier, c'est ce qu'on appelle l'agriculture moyenne, hein, qui pouvait répondre à la demande des Restos du Cœur.
dans la mesure où derrière, il y a aussi disons, une obligation de ne pas avoir de rupture dans cet approvisionnement. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut de l'intermédiation pour réguler ça. Et donc, on est sur le système classique d'une centrale d'achat qui va acheter. Et donc, nous, on a travaillé avec le marché d'intérêt national local et les grossistes, voilà, pour répondre à la demande en flux continu de l'approvisionnement des Restos du Cœur. Mais cette expérimentation qui aurait pu finalement se travailler et devenir une orientation peut-être de cet opérateur, en s'appuyant sur les marchés d'intérêt nationaux qui existent dans toutes les régions, finalement, cette proposition-là est toujours, y compris 10 ans après, parler sur le modèle de l'expérimentation. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix d'achat, ce que disait Clément, c'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec des dispositifs à qui on impose un modèle économique qui est celui du marché. On leur demande de rester sur ce modèle-là. Et donc, la proposition que va faire une centrale d'achat comme les Restos du Cœur, puisque les Restos du Cœur, c'est une centrale d'achat, eh bien, ils vont et bien sûr être dans des négociations commerciales sur la question du prix. Et donc, derrière, on a un problème de rémunération des producteurs à des prix qui soient corrects. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'aide alimentaire, c'est une filière économique qui est adossée au système productiviste et qui est dans le marché. Ce n'est pas du tout juste une filière qui serait caritative et qui serait là seulement pour soutenir les gens. Non, le modèle économique qui est imposé derrière aux différents opérateurs est extrêmement présent. Et donc, ils sont bien eux aussi là pris dans la question de la négociation des prix. Et l'autre expérimentation donc, qui a duré quand même un peu plus longtemps avec énormément de travail qui a été fait à la fois sur les dispositifs d'accompagnement ou de médiation, comme Clément en a parlé pour son épicerie, autour de comment les bénéficiaires rencontrent le monde de la production, comment les agriculteurs rencontrent les bénéficiaires, comment tout ça se passe aussi avec des ateliers cuisine, etc. Bon, donc un dispositif qui a énormément travaillé sur cette intermédiation. Ce qui était quand même assez intéressant, c'est que on achetait donc dans ce programme de recherche, donc le programme unitaire, la production agricole était achetée avec les subventions de l'aide alimentaire. D'accord ? Donc, on était dans un dispositif assez intéressant sur la façon dont il repose aussi la question de la redistribution. Donc, on a fait des évaluations assez fines de à quoi ça sert et est-ce que ça sert à quelque chose du côté de la production agricole et des producteurs agricoles que cette subvention vienne du côté de l'aide alimentaire. Est-ce que ça les soutient dans leur modèle d'exploitation? Et quand même, ce que nos études montrent, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ça permet d'assurer la trésorerie, ce qui est souvent quelque chose d'assez manquant dans les exploitations agricoles fragiles. Alors, surtout sur le maraîchage, qui est quand même une partie de la production qui est un peu compliquée. Donc, tout ça pour dire qu'on a un certain nombre de retours de toutes ces expérimentations et de ces recherches-actions qui montrent des choses intéressantes. Mais ça naît, et là aussi, Clément l'a bien précisé, on n'est que sur des phases de modernisation de la filière de l'aide alimentaire. Et donc, ça veut dire qu'on continue à penser, à réfléchir cette question d'accès à l'alimentation et de l'alimentation comme bien commun à travers ce filtre qui est de penser que parce qu'une partie de la population a un petit budget, c'est normal qu'elle soit assignée à accéder à l'alimentation sur ce modèle-là. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, et alors avec la période du Covid, c'est quand même assez fort, on voit une accélération en termes de modernisation de la filière d'aide alimentaire et pas du tout quelque chose qui va renvoyer la question dans l'espace politique et démocratique et qui pourrait traiter des réponses à une échelle complètement différente, et en tout cas de façon complètement différente.
Voilà. D'accord, merci. Ça me permet de rebondir sur ce que vous dites en posant une question peut-être à Ariel Martinez et de de mettre en relation la réflexion de Clément Brelot sur l'intérêt, peut-être l'importance d'essayer de se rapprocher d'un circuit court et de l'autre côté, la mise en place des projets alimentaires de territoire en ce moment, hein, qui est un des gros sujets du moment, et de savoir dans les initiatives, les capitalisations d'expérience, est-ce que dans les projets alimentaires de territoire, ces actions de solidarité alimentaire, d'alimenter, de permettre l'accès notamment de tous à des circuits courts ou d'alimenter par des produits en circuit court des épiceries solidaires du territoire, est-ce que vous repérez l'importance de cette dimension, de cette réflexion, ou c'est quand même une dimension un petit peu mise de côté? Comment vous voyez les choses par rapport à ce que Bah, vous observez? je vais vous décevoir, Geneviève. Effectivement, les politiques publiques, en tout cas telles qu'on les observe en région Centre-Val de Loire et puis un peu plus généralement un peu dans les PAT au niveau national, n'intègrent finalement que très peu ces questions d'accessibilité alimentaire. Ou alors dans le cadre d'une aide alimentaire assez classique, donc de soutien ponctuel à des actions de la Banque alimentaire, des Restos du Cœur. Donc on est sur des milieux qui ont du mal à dialoguer en fait, alors sans rentrer dans l'histoire, je ne suis ni chercheur ni académicien, donc effectivement j'ai très peu de recul là-dessus, mais les liens entre la nutrition et l'alimentation sont quand même assez récents sur les convergences entre ces deux notions, et notamment ont eu toujours du mal à intégrer la territorialisation des politiques publiques et l'investissement des politiques publiques sur l'aide alimentaire, enfin sur la précarité alimentaire plutôt, et les précarités alimentaires, puisqu'il y en a, comme on le sait, elles sont plurielles, multiples et extrêmement hétérogènes. Et du coup, en région Centre-Val de Loire, on voit par exemple des actions quand même se mettre en place, mais pas forcément au niveau des territoires en tant que tels, pas au niveau des collectivités. Je pense notamment à un groupe qui s'est créé de coordination interstructure d'aide alimentaire qui est dans l'Indre-et-Loire en plus, et qui s'appelle le G3A, donc Groupement pour l'amélioration de l'aide alimentaire, qui réunit les grands groupes, les grandes associations responsables de l'aide alimentaire dans le département, pour se réunir et pour parler justement de l'amélioration de ces pratiques. Mais encore une fois, on ne sort pas du marché et finalement de cette interaction entre gaspillage alimentaire et aide alimentaire, comme l'a dit Dominique Paturel tout à l'heure. On est dans la modernisation, dans l'amélioration des pratiques qui sont finalement assez lentes et qui sont contraintes par une situation qu'on connaît aujourd'hui, d'une augmentation phénoménale des bénéficiaires, en tout cas des demandeurs de ces urgences alimentaires. Et en parallèle également, il faut peut-être le dire aussi, une baisse des bénévoles qui sont parfois retraités ou en tout cas avec un certain âge et qui aujourd'hui sont dans une situation assez délicate pour prêter main forte justement à ces actions. Et du coup, on est dans des situations assez difficiles. Les acteurs de l'aide alimentaire sortent du champ en fait de la reterritorialisation de l'alimentation souvent. Ils ne font pas partie des gouvernants, ce n'est pas les premiers acteurs qu'on va mettre autour d'une table. Il y a cependant aujourd'hui des actions quand même qui permettent de les intégrer de plus en plus. On a vu au niveau des politiques publiques nationales, le plan de relance intègre un levier sur l'alimentation sociale et solidaire. On a vu dernièrement le comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire s'intégrer. Donc, en fait, il est présent au niveau des politiques publiques, mais il a du mal à atterrir au niveau de dynamiques locales portées par les collectivités, au-delà des CCAS et des CIAS, qui sont un peu l'entrée favorisée de l'action publique autour de ces questions et qui permettent, comme l'a dit Clément, de développer une série d'actions intéressantes autour de ces sujets. Mais il y a effectivement une difficulté à faire entrer ces thématiques-là, en tout cas vis-à-vis de ce qu'on peut observer au niveau régional et puis quelques éléments au niveau national. D'accord, merci. Alors, on va peut-être maintenant resserrer toujours sur la question de l'approvisionnement et de ce qu'on trouve dans les épiceries solidaires et la façon dont on peut choisir, mais au niveau des bénéficiaires, et notamment, il y a
par rapport au public des bénéficiaires, hein. Vous avez évoqué, notamment Clément Brelot tout à l'heure a évoqué la diversité culturelle voilà, des publics bénéficiaires, et donc comment on peut effectivement trouver à alimenter les différentes cuisines du monde et les différentes gastronomies du monde à partir des épiceries solidaires. Et puis la question aussi peut-être de cette dimension plus festive de certains produits que tout un chacun consomme à certaines périodes de l'année et qui ont une forte charge festive. Et donc, comment on gère à la fois les approvisionnements en ce type de produits ou ces moments justement de l'année qui sont très particulières, comment les publics des épiceries sociales et solidaires vont pouvoir trouver éventuellement les produits qui les intéressent dans ces épiceries, et comment finalement ils peuvent être maîtres de leur choix en termes de produits, de ce qu'ils vont vouloir cuisiner ensuite chez eux, à partir de ce qu'ils trouvent dans les épiceries solidaires. Voilà. En termes d'exemple, peut-être on peut, en se plaçant au niveau du bénéficiaire, voilà. Voilà, on se place au niveau du bénéficiaire, et comment ça se passe pour gérer peut-être des demandes de produits particuliers. Est-ce qu'ils peuvent demander voilà, des produits particuliers, et puis voilà, quelle est leur part de décision et d'autonomie de choix en fait? Ok. Alors, sur le premier sujet, deuxième sujet, je vais répondre d'abord. On est malgré tout tributaire de la banque alimentaire. Nous, bien sûr, comme je vous ai dit, on va avoir une politique d'achat, mais sur les produits de base. Alors, c'est rigolo, même si on parle sur les moments festifs, on va plutôt après coup, parce qu'on va recevoir, on est toujours lié à la grande distribution. Hein, ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ces propos. On va recevoir les produits, les bons produits après les fêtes, que ce soit les fêtes de Noël. Là, on va avoir c'est vrai, on va retrouver du foie gras, du saumon, tous ces beaux produits, les marrons, les volailles et compagnie. Après Pâques, on va recevoir les chocolats, et souvent on est après coup. Donc ça, c'est comme ça, on le sait. On avait au début, c'est vrai qu'on avait une politique d'achat de produits plus festifs, notamment pour les fêtes. Il s'avère que c'est compliqué avec le nombre de familles qu'on accueille. Hein, vous disiez tout à l'heure, plus de 350 familles, presque 400 par mois. Donc c'est vrai qu'on achetait avant des produits, notamment des bûches de Noël, des choses comme ça. Je vous le disais, donc des difficultés, hein, puisqu'on n'a pas forcément la main dessus par rapport à... Voilà, on est très lié à la banque alimentaire. Malgré tout, on a toujours la possibilité de faire des achats. Après, c'est un choix. Hein. On a aussi la période du Ramadan, hein, qui est une période importante. Donc là, oui, avec des... Mais je vais vous dire, finalement, on va alors... Vraiment, notre rayon phare, c'est les fruits et légumes. C'est vraiment là où on fait un effort particulier, puisque c'est honnêtement, donc nous, pour casser le stéréotype, la précarité, les gens ne savent pas cuisiner. Pour moi, alors, une fois de plus, je vais nous mettre dans le contexte Bourges-Nord. Hein, c'est peut-être pas partout pareil. Mais nous, on a un public qui sait cuisiner. On le voit puisqu'on vend, on a vendu 70 tonnes de légumes, 70 tonnes de fruits l'année dernière en 2020. Pratiquement chaque passage, les gens prennent des fruits et légumes. Peu de plats finalement tout préparés, mais des plats à transformer. Donc il y a cette obligation de savoir cuisiner Et donc par l'offre, la belle offre de fruits et légumes, les gens peuvent faire des repas plus sophistiqués pour les fêtes. Alors en plus, donc on parlait, il y a les fêtes traditionnelles, il y a les anniversaires, les fêtes religieuses, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, les moments familiaux. Et donc, il y a cette possibilité. Au niveau, le fait de travailler, je vous disais, avec la banque alimentaire, on reçoit quand même des produits, on va dire, exotiques. Notamment, je pense à des produits asiatiques que je ne pourrais pas vous citer, puisque je connais, on sait à peine ce que c'est, mais notamment la patate douce, des piments, du gombo, de temps en temps. Voilà, donc on a ces produits-là, mais de manière aléatoire. Et ça, c'est une demande explicite de la part de certains publics bénéficiaires, ou c'est de votre propre initiative? Non, ou est-ce que, voilà. Non, on les reçoit, la plupart du temps, ces produits-là, on les reçoit de la banque alimentaire. Parce qu'on a peu d'accès chez d'autres fournisseurs de ce type de produits. Mais je pense que les familles savent qu'ils vont trouver, on va dire, les produits classiques à l'épicerie, en fonction des saisons. Et il y a des produits qui vont pouvoir se fournir ailleurs.
Hein, je pense à la viande halal qu'on n'a pas toujours, ou très rarement, en petite quantité, donc ils savent qu'ils ont des bouchées. Après, sur les produits exotiques, il y a des fournisseurs dans des petites boutiques. Et donc, ils font leur budget, je pense, à part pour ce type de produit. Au niveau de la cuisine du monde, nous, on va essayer de reprendre le fil, hein, de la conversation. En interne, on a un atelier cuisine qu'on organise une fois par semaine, le jeudi matin, sur la base d'un repas partagé, à partir des produits qui sont à l'épicerie solidaire. Donc, on organise, on prépare une entrée, un plat, un dessert. Et donc, souvent, donc, il y a deux biais, en fait. Soit donc, on a un bénévole, une salariée qui s'occupe de ça, va proposer un menu à partir des produits. Soit c'est sur proposition d'une famille, d'un participant, qui va dire « Moi, j'aimerais bien faire découvrir ce produit ». Les deux côtés se valent. On a des familles qui disent nous, on veut connaître la cuisine française. Hein, les enfants en ont marre de manger du couscous, des tagines ou des plats africains et ils veulent manger de la nourriture française. À l'inverse, on a aussi l'inverse, on veut découvrir d'autres plats du monde. Et donc voilà, c'est un moment qui réunit un peu tous nos objectifs, cette cuisine, cet atelier cuisine, puisqu'ils vont apprendre des recettes, ils vont apprendre comment bien utiliser les produits. Et puis la convivialité, puisqu'on partage ce repas après ensemble le midi. Alors, je dis on partage. Bien sûr, là, on est en période Covid, on n'a pas pu faire ce type d'activité. On espère reprendre très bientôt. Pour rattacher à la gastronomie, ce repas, c'est un repas avec des bons produits de qualité, esthétique. Voilà, il est agréable à voir. Et puis quand on dresse la table, comme on dit, on essaie que ça soit le plus joli possible, des jolis couverts, une belle nappe, des petites décorations. Et on va se retrouver une quinzaine, une vingtaine autour de cette table. D'accord. Pour des personnes aussi, ça leur permet de manger avec des gens. Hein. Manger tout seul, il n'y a rien de plus dur finalement. C'est peut-être un des moments. Le lien social, voilà l'importance du lien social. Hein, on nous dit ça, moi je mange tout seul devant ma télé. Là, quand on est ensemble, au moins ils ont une journée dans la semaine qui est agréable. D'accord. Et donc là, on vise déjà la gastronomie. Là, on se dirige déjà, puisque c'est vraiment des trucs très raffinés. Hein. Là, on se régale une fois par semaine. D'accord. Et les personnes qui participent à ces ateliers de cuisine, en fait, hein, c'est ça, c'est donc de cuisiner en commun. Comment c'est uniquement le volontariat? Comment vous organisez Oui, ça? on va prendre un système d'inscription, un tour de rôle, et puis on va solliciter les gens. On a des gens plus habitués, hein, donc on va les solliciter. De temps en temps, on fait un roulement, hein, parce qu'au contraire, il n'y a plus assez de place. Il y a trop de demandes, d'accord. Voilà, il y a trop de demandes. Et on essaie d'équilibrer, que ça se passe bien, que le groupe soit raisonnable pour permettre la convivialité. D'accord. Et alors justement, là, vous venez parler d'une chose qui est très importante, c'est que on achète des aliments à l'épicerie solidaire et il s'agit ensuite d'aller cuisiner, de cuisiner chez soi. Et donc, lorsqu'on parle de précarité alimentaire, généralement, la précarité, elle est multidimensionnelle et il peut y avoir aussi, avec les précarités alimentaires, des situations de précarité en termes de logement, de manque d'équipement en termes de logement. Et là, ça, c'est une question qui est ouverte beaucoup plus largement donc sur les freins, on va dire, à une pratique de culinaire à partir des épiceries solidaires du fait de logements dégradés et le lien qu'il y a entre précarité de logement et précarité alimentaire notamment. Et j'imagine que vous avez des réflexions là-dessus, des situations, des exemples et comment gérer ces situations ou quel type d'exemples, d'associations, de structures qui peuvent fournir des expériences où on a essayé de régler ces situations-là. Comment vous gérez ça en fait? Donc, on a un public très varié. On a des gens qui sont, je pense, relativement bien équipés parce que ça fait longtemps qu'ils ont leur équipement. Il y a beaucoup de personnes qui s'installent à Bourges, hein, dans les quartiers, avec des logements très démunis, hein, d'après les travailleurs sociaux. Parfois, il n'y a rien, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, peu d'équipements. Je vous parlais aussi, on accueille des demandeurs d'asile. Alors là, en foyer, c'est encore plus compliqué.
Donc, ça, c'est important, l'équipement. Bien sûr, bon, on parle des réfrigérateurs. S'il n'y a pas de réfrigérateur, bah, on va voir ça arrive, c'est rare quand même. Mais s'ils tombent en panne ou des choses comme ça, on voit dans leur comportement, hein, ils vont acheter un petit peu tous les jours. On avait aussi, à titre d'exemple, mené un atelier sur la diversification alimentaire pour les bébés, hein, les jeunes enfants, sur les petits pots. Les gens étaient, les familles, les femmes. On accueille beaucoup de femmes, hein, je vais vous parler de famille, mais c'est. Donc, il y a déjà n'avait pas forcément le savoir-faire, mais surtout n'avait pas l'équipement pour faire les petits pots, notamment le petit robot. Et nous, on a eu une fois l'occasion d'avoir, grâce à une association qui s'appelle Don Solidaire, des petits robots, des petits mixeurs, et qu'on a pu distribuer après l'atelier. Et donc, les gens, on avait fait une animation avec la PMI, ont pu recevoir l'information, comment faire les petits pots, des démonstrations, et ils sont repartis avec le mixeur. Donc, on comblait en fait le problème de ne pas savoir le faire, de compétences, mais aussi d'équipement. Voilà. D'accord. Peut-être une question que je peux poser à Ariel Martinez pour Résolis, puisque je sais que Résolis a travaillé sur des questions de précarité de logement, et dans la précarité de logement, il y a justement cette question du manque d'équipement, de la cuisine trop petite, entassement dans des logements, etc. Est-ce que vous avez travaillé sur cette question-là et notamment avec des expériences, d'initiatives, de solutions qui permettent aussi de pouvoir cuisiner et de bien cuisiner à la maison quand on est peu équipé au départ? Est-ce que ça, c'est une dimension qui a été particulièrement développée ou qui a intéressé le réseau Résolis quand il s'agit de précarité en termes de logement? Alors, à un moment donné, ça a effectivement fait l'objet des interrogations de notre part. Ce n'est plus trop le cas depuis un certain temps, puisque on est allé sur les questions beaucoup plus de précarité alimentaire, beaucoup plus élargie, et moins de précarité énergétique. Par contre, il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est de l'exemple d'un des projets alimentaires territoriaux qui a abordé, qui a pris à bras-le-corps cette question de précarité alimentaire. C'est le territoire de Terre de Lorraine. Alors, Terre de Lorraine, c'est dans le Grand Est, et il mène son projet en partenariat avec ATD Quart-Monde. Et ATD Quart-Monde a publié récemment un ouvrage qui s'appelle « Se nourrir quand on est pauvre », où on décrit toute une série de critères de précarité, en fait, et de pluralité de la précarité alimentaire, dont la précarité énergétique fait partie. Et du coup, ATD Quart-Monde, avec Terre de Lorraine, a développé un certain nombre d'initiatives avec justement ces différences de focalisation, j'ai envie de dire. Une précarité extrêmement forte, extrêmement prégnante, où les personnes sont sans domicile fixe, ou n'ont pas de logement, ou comme l'a dit Clément, sont dans des foyers où il est très difficile. Et donc, pour eux, il y a toute une série d'urgences de colis alimentaires, voire de plats préparés dans les soupes populaires qui ont été faits avec ATD Quart-Monde, mais qui n'empêchent pas de réfléchir sur une échelle un peu plus longue, un peu plus large. Donc, on est sur deux temporalités, et c'est ça qui est intéressant dans ce domaine-là au niveau de l'aide alimentaire, et ce qui se développe aussi dans les épiceries solidaires, ou parfois même dans l'aide alimentaire plus classique, comme on l'appelle, c'est de travailler sur une mobilisation du coup des autres personnes, des précaires, mais qui ont la capacité au moins de se faire à manger avec des produits secs, qui n'est pas donné à tout le monde, de travailler sur des groupements d'achat, de travailler sur une tarification plus, on va dire, plus équitable en fonction de la possibilité de payer un aliment à son juste prix. Donc, le juste prix est une variable aussi en fonction de si on est dans une situation de précarité ou si on est déjà dans un confort ou alors au moins dans une situation plus enviable. Et donc, on voit beaucoup de ça dans les épiceries sociales et solidaires sur ces différentes tarifications qui permettent du coup d'avoir un pouvoir d'achat pour l'épicerie ou pour la structure un peu plus important pour éventuellement, et là, c'est le pari que fait Terre de Lorraine et ATD Quart-Monde, pour avoir une sorte de circuit un peu vertueux où grâce à ce qui est gagné à la plus-value qui est faite en tout cas dans cette aide alimentaire, dans ces produits qui sont achetés, de pouvoir rétribuer des agriculteurs pour leur acheter leur production à un prix rentable pour eux et du coup avec la possibilité pour l'épicerie solidaire ou pour la structure d'aide alimentaire de pouvoir en bénéficier et le redistribuer à ses bénéficiaires et du coup de faire un pas de côté
dans le circuit, on va dire, de consommation, le circuit classique d'aide alimentaire tel qu'on l'envisage aujourd'hui, avec une rétribution équitable pour les deux versants, j'ai envie de dire, entre consommateurs et producteurs, qui est assez intéressante, même s'il faut quand même le rappeler, ce n'est possible que par une mobilisation des pouvoirs publics, et donc avoir, comme le disait Clément, qui n'est pas adossé sur un CCAS ou un CIAS, c'est les pouvoirs publics qui mènent un peu ces actions et qui du coup contribuent à ce que le producteur puisse se rémunérer, puisque généralement, il rajoute la dernière partie manquante pour que le producteur puisse se rémunérer correctement et puisse du coup approvisionner la structure d'aide alimentaire. Voilà, donc c'est un petit exemple assez intéressant où on voit les différents niveaux, les différents paliers, j'ai envie de dire. Je crois que c'est un nom qu'on voit aussi dans les restaurants, notamment, je ne sais plus quel restaurant parisien avait fait un moment une promotion de ça en disant que je peux venir dans le restaurant, payer 2 ou 3 euros de plus et au fur et à mesure, ça va payer un repas pour une personne qui va venir et qui n'a pas les moyens de se le payer. Donc, il y a comme ça une sorte de circuit qui peut se mettre en place, qui n'est pas toujours évident à créer et qui demande aussi de l'investissement public, qui n'est pas toujours évident non plus à susciter. Voilà. D'accord, merci Ariel. Et puis je trouve que ça fait écho à ce que disait Dominique Paturel tout à l'heure, notamment avec une solidarité à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'acheteur, mais aussi du producteur qui doit aussi être rémunéré dans le système qui a été présenté ici. Et plus globalement, moi j'aimerais bien peut-être qu'on va terminer là-dessus. Attendez, moi je voudrais quand même juste dire quelque chose, parce que je veux dire, ce type d'analyse, moi je ne suis pas très à l'aise avec tout ce que je viens d'entendre là, parce que ça veut dire qu'on accepte d'emblée que le seul modèle possible, c'est la référence au marché. Et que donc l'injonction à un modèle économique permettant à ces différents dispositifs d'exister. Et donc ça veut dire que dans une certaine mesure, il faut jouer sur la question des prix. Il faut imposer des prix et faire pression sur la question des prix. Moi, je ne suis pas très à l'aise non plus avec cette idée qu'il y aurait une diversité de précarité alimentaire. Je pense que tout ça, ça active la réflexion qui a lieu en ce moment et qui est celle de moderniser l'aide alimentaire et qui, en plus, ne montre pas les présupposés qui sont en particulier celui d'une représentation de la pauvreté qui est celle de la grande précarité. Et la grande précarité en France, c'est moins d'1 million de personnes. Et au nom de ces représentations qui ne sont pas mises à jour, on assigne 8 à 10 millions de personnes à accéder à l'alimentation comme ça. J'insiste sur cette question-là, parce que ça veut dire aussi que si on veut continuer à penser que l'alimentation, d'abord, n'est pas un bien commun, et deux, est uniquement du ressort du marché, c'est-à-dire des rapports de force qui existent sur le marché entre l'offre et la demande, et que c'est le marché finalement qui va réguler tout ça, on peut continuer sur ce type de modèle. Je veux dire, tout ce que je dis là, ça ne remet pas en cause le travail et l'investissement des uns et des autres sur cette question-là. Mais ça repose sur ce présupposé-là qui ne pose absolument pas la question de l'égalité, la question de la liberté et la question de la solidarité démocratique. Ce dont on est en train de parler de là, c'est de la solidarité caritative. C'est-à-dire, à un moment donné, un État, qui est la France, qui a décidé que cette partie-là de son activité était sous-traitée au secteur caritatif. Alors évidemment, les opérateurs de l'aide alimentaire et les associations mènent leur travail à partir de ce qui leur est possible. Donc il n'y a pas de, je ne pose pas cette question-là. Mais ce que je dis, c'est que ça pose un problème de démocratie assez important. Et pour l'instant, cette question de démocratie, elle n'est pas discutée. Mais par contre, on accélère le processus de modernisation de l'aide alimentaire. Voilà. Moi, je suis un peu mal à l'aise là-dedans. Est-ce que je peux me permettre une question, Geneviève, juste? Non, tu veux répondre, Ariel? J'aimerais juste te poser une question à Dominique. Oui. Oui, non, c'était dans le terme de modernisation de l'aide alimentaire, Dominique, je voulais juste vous poser la question sur le lien que vous faites entre circuits courts, alors bio, locaux, comme on les appelle, circuits courts de proximité, et est-ce que par modernisation, vous entendez justement de localiser ou d'environnementaliser, presque, j'ai envie de dire, les circuits courts? Est-ce que ça fait partie de votre définition de la modernisation de l'aide alimentaire? Je ne poserai pas la question comme ça, Ariel. Cette question de
repolitiser les systèmes alimentaires à des échelles territoriales, c'est ce qui est posé à l'ensemble de la population. Les gens à petit budget et l'ensemble de la population. Ce n'est pas une question qui est simplement du juste ressort que l'aide alimentaire doit s'approvisionner sur les circuits courts. Si l'aide alimentaire n'arrive pas à s'approvisionner sur les circuits courts et que Clément, dans son épicerie sociale, propose des fruits et des légumes, je ne vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que moderniser l'aide alimentaire, ça ne veut pas dire s'approvisionner en circuit court seulement. Hein. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous le présente comme ça. On nous dit, ben voilà, on va aller s'approvisionner en circuit court, on va diversifier les formes d'approvisionnement. Mais je veux dire, sur le fond, on ne remet pas en cause ce système d'accès à l'alimentation. Je veux dire, on ne remet pas en cause l'ensemble des moyens publics qui sont mis en place pour cette aide alimentaire, alors qu'on pourrait le mettre au service d'un travail sur l'accès à l'alimentation. Voilà. C'est qui, pour moi, fait la différence. Alors, c'est vrai, on est d'accord, il y a une aide alimentaire pour une partie de la population qui n'a pas les moyens de cuisiner, qui est dans ces situations sociales particulières, la rue, les bidonvilles, les camps, on est bien d'accord, et pour laquelle on doit répondre sur une aide alimentaire d'urgence. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens qui viennent dans les dispositifs d'aide alimentaire. Donc, c'est une question collective. C'est comment on veut faire société ensemble aujourd'hui autour de quelque chose qui nous est essentiel et commun à nous tous, qui est l'alimentation. Et c'est vrai que si les propositions qu'on fait, sont seulement et uniquement posées dans le cadre du marché, ça pose problème. D'où, en particulier, ce travail autour du droit à l'alimentation, donc sur lequel nous, on a travaillé et où on fait une proposition différente du droit à l'alimentation, par exemple, tel que ça peut être repris par des associations de lutte contre la pauvreté. C'est qu'on dit le droit à l'alimentation tel qu'il existe aujourd'hui dans les textes internationaux, il n'est pas appliqué dans notre pays. Et même si on l'appliquait, puisqu'il y a un certain nombre d'associations de lutte contre la pauvreté qui demandent son effectivité, même s'il n'était pas appliqué, il ne changerait pas grand-chose sur le fond, puisque ça ne change rien au statut des marchandises. Vous voyez bien que le problème qu'on a, c'est est-ce que la production agricole, est-ce que la production alimentaire reste dans les accords commerciaux tels qu'ils existent aujourd'hui? Et si ça reste là-dedans, eh bien, que ce soit les associations de lutte contre la pauvreté, que ce soit le dispositif d'aide alimentaire, ils n'ont pas d'autre solution que de faire pression sur les prix. Et tout le discours sur le juste prix, c'est un discours qui est assez compliqué à mettre en place. Je pense que Clément, dans son activité, il veut bien payer le producteur correctement, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul truc, c'est que son pouvoir à lui sur son budget, et d'abord, il nous a bien expliqué, il le crée sur le fait de vendre des aliments moins chers, etc. etc. Donc, on voit bien que le raisonnement qu'il y a derrière est celui du marché. Voilà, et que ça ne permet pas de proposer autre chose que la modernisation du système dans lequel on est. Et du système productiviste en particulier. Dominique, est-ce que je peux vous poser une question justement par rapport à ça? Est-ce que vous avez des exemples, donner des exemples de pays, de territoires qui fonctionnent sur une solidarité alimentaire qui serait bien plus démocratique, par exemple, que ce que vous venez d'évoquer pour la France, et qui pourrait nous donner une base d'exemple, par exemple, une base d'expérience? Non, je n'ai pas d'exemple, et il faut savoir que la France est plutôt un pays qui a servi d'exemple, en particulier sur le montage et la construction de la filière de l'aide alimentaire à l'échelle européenne. Et que ces discussions que nous avons en ce moment autour de l'alimentation, il y a un certain nombre de pays qui regardent et qui observent comment ces discussions sont en train de se mettre en place, parce que, en particulier, on est un pays où la question de l'alimentation est un sujet extrêmement important. La question de la gastronomie est un sujet important et participe un peu de cette construction collective que nous avons. Donc voilà, je me suis un peu énervée, excusez-moi. Alors peut-être que du coup, il y a sur ce sujet beaucoup de questions qui sont apparues dans la discussion. Est-ce que je pense qu'on pourrait peut-être passer aux questions? Sans problème. Je pense et notamment, quel serait le modèle démocratique d'aide alimentaire? Voilà.
Voilà, à quoi ça ressemblerait, peut-être une question pour Dominique, à quoi ça ressemblerait concrètement? La question est posée aussi de la sécurité sociale alimentaire, hein, dont on a entendu parler. Voilà, à quoi ça ressemblerait ce système de solidarité alimentaire démocratique? Dans le fond, qu'est-ce que ça pourrait être? En particulier, effectivement, ça fait une des propositions qu'on fait dans le cadre, donc avec d'autres collectifs, pas seulement le nôtre, mais effectivement, nous, on propose une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire un modèle qui considère l'alimentation comme bien commun et qui donc sort l'alimentation du marché tel qu'il existe aujourd'hui pour le mettre sur des marchés comme celui de la santé, comme celui des soins, où si vous voulez, qui est à la fois basé sur la question du conventionnement, c'est-à-dire qui on conventionne. Donc, du coup, là, les questions de territoire sont extrêmement importantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on relocalise certaines filières? Comment on pose la question de la transformation à des échelles plus locales? Comment on pense la régulation entre les territoires? Parce qu'on pourrait aussi se retrouver dans une situation où certains territoires aient une diversité de production et ferment ses frontières. Je veux dire, l'expérience du Covid là-dessus était quand même assez intéressante. Bon. Et donc on voit bien que ce travail autour du conventionnement, tel qu'il est fait dans la santé, est une pierre angulaire de cette question de la démocratie alimentaire. Voilà. Donc il y a ça, il y a un financement par le biais de la cotisation sociale, comme la santé. Donc la mutualisation à l'échelle du pays par le biais des cotisations sociales. Les cotisations sociales, je rappelle, ce n'est pas la même chose que l'impôt, puisque finalement, le pourcentage de la cotisation sociale, il est sur la valeur ajoutée du travail. Et on peut, à partir de là, imaginer des systèmes et en particulier des formes d'économie beaucoup plus circulaires, avec des choses qui vont fonctionner. Et là, dans ce cadre-là, on prend en compte évidemment les questions environnementales, et évidemment, les questions sociales, c'est-à-dire les conditions de travail des salariés de ces différentes activités ou des travailleurs de ces différentes activités et la rémunération correcte pour que les gens puissent vivre de leur travail. Et ce que je suis en train de raconter là, ce n'est pas quelque chose d'utopique, puisqu'il y a déjà des choses là. Si on mettait déjà au service de ce projet-là l'ensemble des politiques publiques qui existent sur l'alimentation, si on y mettait toute l'énergie qui existe de la part de dispositifs comme par exemple les épiceries sociales, tout le travail gratuit des bénévoles de ces associations au service de ce projet-là, on transforme déjà pas mal de choses. D'accord. Est-ce que, Kylian, je te laisse peut-être la main sur d'autres questions qui sont sur ce sujet-là de la solidarité démocratique ou d'autres. On peut ouvrir aussi sur d'autres réflexions. Compte tenu que notre public est assez allégé, on a perdu un petit peu, j'invite le public, et là on les connaît tous, les gens présents, j'invite le public à prendre la parole s'il le souhaite, de manière bienveillante et diplomatique, soit en levant la main, soit en allumant sa caméra pour se signaler. S'il n'y a pas de questions, j'invite… Moi, je veux bien continuer du coup sur cette discussion si jamais personne ne veut reprendre la main. Mais voilà, je laisse encore 2 minutes. Je sais que ce n'est pas toujours évident en visio. Non, allez-y, Ariel, je pense, allez-y. Ok. Non, mais voilà, moi, je connais un petit peu les travaux de Dominique Paturel et j'aime beaucoup ces réflexions-là. Je me suis pas mal renseigné aussi sur ce que fait Ingénieurs sans frontières et tout un groupe d'acteurs sur la sécurité sociale alimentaire. Là encore, je vais revenir à des temporalités différentes, encore une fois, parce que je pense vraiment qu'il nous faut en fait cette conjonction d'actions entre l'urgence et le très long terme. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose, on n'a pas les mêmes actions, on n'a pas les mêmes volontés, mais on participe de toute façon à l'évolution, j'ai envie de dire, de l'aide alimentaire, qu'on soit dans une épicerie sociale et solidaire avec une urgence de très court terme, ou qu'on soit chercheur et qu'on travaille sur le long terme sur comment on peut repenser l'armature et l'architecture des politiques publiques sur l'aide alimentaire qui existe depuis 100 ans, ou voire encore un peu plus. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ça. Après, moi, ce qui me pose question quand même dans ce qu'a dit Dominique Paturel, c'est les questions de relations de solidarité et de marché. Pour moi, une coopération
j'ai envie de dire, solidaire qui est faite entre des producteurs et des consommateurs. Je parle des AMAP. Les AMAP, par exemple, sont pour moi un modèle qui sort déjà un petit peu du marché. Elles restent dans un circuit économique, on est d'accord, mais on n'est pas dans un libre-échange à tout craint, puisqu'on paye en avance, donc on rémunère le travail plutôt que la marchandise et le produit. Et donc, on pourrait penser des AMAP de la même manière que des épiceries sociales et solidaires. Il y a des AMAP qui, tout en étant AMAP, intègrent un levier social et solidaire dans leur fonctionnement et qui, du coup, là, pour moi, ils ont déjà un pas de côté par rapport au marché. Alors, ils ne vont pas aussi loin que ce que dit Dominique Paturel sur ces questions de modernisation, puisque ça pourrait s'apparenter peut-être à une modernisation de l'aide alimentaire. Mais pour moi, ça pose quand même une première pierre à l'amélioration de ce qui se fait aujourd'hui et qui, du coup, pour moi, est quand même souhaitable dans les réflexions qu'on a sur l'accessibilité alimentaire à tous, pour tous, comme on entend généralement beaucoup de politiques en parler, avec la question de qualité aussi, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle recoupe, mais qui est un peu mise à toutes les sauces. Et du coup, voilà, c'était juste cet élément-là qui, pour moi, est quand même intéressant à mentionner et qui me paraît quand même être une première réponse, peut-être incomplète, mais quand même intéressante à étudier. Juste vite fait, les AMAP, c'est 200 000, 300 000 personnes. L'aide alimentaire, c'est 8 à 10 millions de personnes. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose autour du modèle qui a peut-être du mal à passer, simplement parce que ce n'est pas forcément le bon modèle. Mais moi, je pense, par exemple, que des épiceries solidaires, la question qu'on pourrait se poser collectivement, parce que pour moi, l'idée, ce n'est pas de supprimer l'aide alimentaire comme ça du jour au lendemain. Mais d'abord, premièrement, je pense que la question d'urgence, elle a besoin d'être cadrée. C'est l'urgence pendant combien de temps? Pour qui? Pourquoi? Et la deuxième chose, c'est comment des associations, par exemple, comme l'épicerie solidaire de Bourges-Nord, s'inscrit dans un travail de transition. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on pose. C'est comment dans l'aide alimentaire, on se dit, bon, ben voilà, ça suffit. Collectivement, on décide qu'on partage l'accès à des ressources qui sont en particulier des biens alimentaires. Et parce qu'on décide de ça, eh ben, il y a une période de transition qui va passer par telle et telle chose. Et ça repose aussi sur cette analyse qui est que l'aide alimentaire ne devrait être destinée qu'à des processus d'urgence. Et je rappelle que ces processus d'urgence, on ne peut pas les installer dans la durée. On ne peut pas, depuis le milieu des années 80, 1980, continuer à dire que cette aide alimentaire est nécessaire parce que des gens ont faim. Je veux dire, c'est pas acceptable. Je ne comprends pas comment, dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, en 2021, on puisse se sentir à l'aise avec ce type de propos. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui sont en difficulté et qu'il ne faut pas les prendre en compte. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on pourrait avoir un projet un peu plus ambitieux et une autre forme de démocratie pour poser ces questions-là. Parce que derrière l'alimentation, vous voyez bien qu'il y a d'autres questions qui se posent. La question de l'énergie, la question du numérique, la question, etc., etc. Je veux dire, en gros, ce qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est comment, dans cet objectif de transformation face au changement climatique, on va répondre à ces besoins fondamentaux. Et l'alimentation est un excellent terrain pour poser l'ensemble de ces questions. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question qui est proposée, mais je ne vois pas quelle est la question. Donc, peut-être la personne qui… Madame Laurence de Bargenère qui souhaite prendre la parole. D'accord, je vois. Ouais, okay, Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors, merci de prendre ma petite main levée. J'étais très étonnée par ce terme de sécurité sociale alimentaire que j'ignorais complètement. Et je remercie Madame Paturel d'avoir éclairé ma lanterne un petit peu. Le droit à l'alimentation, ça me fait penser au droit au logement. C'est des choses très dirigées. Et pour l'instant, je n'ai pas bien vu que cela marcha, que cela fonctionna si bien que ça, où que ce soit. Et quant à l'épicerie sociale, c'est quand même un processus assez ancien. On fête les 150 ans de la commune, le 18 mars qui a débuté à Montmartre. Et je vous rappelle que Varlin, le typographe, avait, rive gauche, déjà mis en place des épiceries sociales et solidaires. Donc moi, je trouve que ce n'est pas si mal. L'idée de ne pas laisser les gens dans le
la notion de charité est très intéressante. Et pourquoi est-ce que l'aide devrait forcément être régie et encadrée par l'État? C'est ça que je n'ai pas compris l'idée de démocratie dans cette histoire-là, encore moins avec la gastronomie, mais parlons déjà de besoins de base alimentaire. Voilà, donc ma question peut-être à Dominique Paturel, c'est pensez-vous vraiment qu'il faille encadrer et voilà, la sécurité sociale? Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure amie de la gastronomie et de l'alimentation de l'humanité. Alors Dominique, voilà, c'est directement adressé à vous. Écoutez, on est dans un pays qui s'appelle la France et qui a mis en place son système démocratique par le biais d'une représentation dans une assemblée nationale. Et la démocratie en France, elle fonctionne par la loi. Alors, moi, je ne vous dis pas que la réponse doit être encadrée par l'État et l'État dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ce n'est pas ça que je dis, puisque de toute façon, par exemple, les propositions à des échelles de territoire et gérées à d'autres échelles sont des pistes extrêmement intéressantes. Mais c'est clair, en France, si ces questions d'accès à l'alimentation ne sont pas régulées par la loi, eh bien, ça veut dire que la question de l'égalité, de la liberté et de la solidarité ne se règle pas ou va se régler par ceux qui vont prendre la main dessus. Et c'est ce qui se passe sur la question de l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'on définit à la fois des populations, des critères pour décider que certaines populations sont qualifiées de vulnérables, de pauvres, de tout ce qu'on peut imaginer, doivent passer par la prescription du travail social en particulier pour aller vers des dispositifs dont une partie de ces dispositifs fonctionne aussi par la subvention publique. Voilà. Et donc, ce modèle-là, c'est un modèle qui est de politique publique assez classique dans une forme de sous-traitance au secteur caritatif. Ce sont les associations qui mettent en place ces dispositifs-là pour l'État, pour répondre à la question posée par l'État en termes de solidarité alimentaire. Dans la sécurité sociale de l'alimentation, ce n'est pas la sécurité sociale alimentaire, mais c'est bien l'idée de sécurité sociale de l'alimentation construite sur le modèle du régime général de la sécurité sociale, celui qui, même s'il est discutable sur beaucoup de choses, permet par exemple de passer la crise du Covid, ont permis à un certain nombre de gens d'accéder à des soins, y compris des soins très onéreux. Et ça, c'est possible parce qu'il y a effectivement un choix démocratique qui a été fait de partager l'accès aux soins pour l'ensemble des habitants de ce pays. Voilà. Et donc, c'est ce modèle-là sur lequel on s'appuie pour faire cette proposition. Et dans cette histoire, on parle bien d'accès à l'alimentation avec la prise en compte de l'ensemble des acteurs du système alimentaire. Et là-dedans, la place de la restauration, par exemple, est extrêmement importante. Et ils font partie de ce système alimentaire. Et je ne vois pas en quoi ça empêche de poser la question de la gastronomie. Ce n'est pas parce qu'on est dans ce système-là qu'on ferait de la cuisine bas de gamme ou je ne sais pas quoi. Parce que si c'est ça le cas, alors ça veut dire qu'on est sur un discours de classe avec lequel ça va être un peu compliqué de pouvoir parler d'accès égalitaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là particulièrement ou plus globalement sur les épiceries solidaires? Pas de questions dans le chat. Si quelqu'un souhaite prendre la parole en levant la main, n'hésitez pas. Alors moi, peut-être je peux me permettre, notamment par rapport à ce qu'on vient d'entendre, et puis à la fois ce qu'a dit Dominique Paturel et Laurence. Il se trouve que je travaille sur l'économie sociale et solidaire, les coopératives de consommateurs. Je me rappelle, voilà, où j'ai en tête aussi le mouvement des équitables pionniers de Rochdale et ces mouvements de coopératives de consommateurs, et je me dis, mais pourquoi pas un modèle coopératif aussi, finalement. Voilà, c'était juste une remarque comme ça sur
Et sur d'ailleurs, du côté des épiceries sociales, je pense qu'il y a des modèles qui se construisent comme ça. Je ne sais pas, Clément, si vous en connaissez. Je ne connais pas, non. Honnêtement, le problème aussi des. Alors, peut-être c'est lié à la région centre, hein, peut-être dans d'autres territoires c'est différent. On est assez isolé quand même. On a peu de partage d'expérience. Donc, c'est pour ça que même ces rencontres sont très intéressantes pour justement se coordonner, avoir des échanges de pratiques et même des échanges théoriques, hein, comme on a pu avoir avec vous, Dominique et Ariel. Donc, en fait, aussi, la difficulté de la région centre, je crois, il y a beaucoup d'épiceries sociales gérées par les CCAS et peu associatives. Et donc, non, j'ai pas d'expérience coopérative. Ce qui serait intéressant, bien sûr, quand on pense coopérative, c'est la place de l'usager et toutes les valeurs démocratiques qu'il peut y avoir. Nous, quand même, à titre d'exemple, l'épicerie, elle est financée à 80% 85% même par les usagers. Par les ventes qu'on réalise auprès des familles. Et que 15% de subventions publiques. On a un système, un modèle économique assez autonome. Et voilà, donc, quelle place démocratique donner aux usagers, clients? Pour ça, j'ai pas de terme très précis là-dessus. C'est toute une problématique qu'on doit réfléchir. C'est vrai que le modèle associatif, est-ce qu'il est pertinent? Oui, par le bénévolat, par l'apport très riche. Hein. Pour revenir juste, nous, on a la chance d'avoir des bénévolats assez mixtes, hein, notamment en termes d'âge et d'origine, ce qui permet on a pu maintenir pendant le Covid nos activités sans difficulté. Mais le modèle associatif reste un système compliqué à gérer, hein, notamment en termes de gouvernance. Hein. Même en interne, on a des difficultés de gouvernance. De la place de l'usager, de la relation salarié-bénévole. Voilà, est-ce que c'est le système? On peut se poser des questions. Donc oui, il y a toute une réflexion à mener autour du système coopératif. Et alors, une question, votre épicerie solidaire, elle ne fait pas partie du réseau de l'Andes, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Et est-ce qu'il y a une explication particulière? Est-ce que vous avez choisi d'être très autonome? Il y a sans doute une raison particulière. Donc c'est historique, hein, déjà, dès la création, parce que aussi, voilà, je vous ai parlé d'une banque alimentaire dynamique dans le département, qui fait qu'en plus, qu'ils sont à 5 minutes de chez nous. Donc l'Andes, je ne sais pas si tout le monde connaît, moi je connais moins bien, mais a priori, je crois que quand on cotise, on est adhérent, on a un système de chèques, voilà, et ils font comme si on faisait des courses, quoi, finalement. Ils prennent les produits qu'ils veulent. C'est vrai que nous, on est plus tributaire de la banque alimentaire. On ne choisit pas les produits, hein, même s'il y a du dialogue, hein, bien sûr. Malgré tout, voilà, je disais, ils sont à 5 minutes, c'est à proximité. Et les produits sont vraiment de qualité et ils nous satisfont très bien. Donc, et après aussi, il y a un choix quand même, je pense, politique, d'autonomie. Oui, on est très attaché à l'autonomie et de faire ce qu'on désire. Merci. Mais simplement, l'autonomie ne veut pas dire, juste pour reprendre, en tout cas moi personnellement, oui, j'aimerais pouvoir avoir un peu plus de liens et de réflexion, notamment autour des modèles des épiceries. Comme je vous disais, là on a reçu une charte, déjà je trouve ça bien, parce qu'avant il y avait très peu de définitions sur ce que c'était une épicerie sociale ou solidaire. Très bien, merci. Alors je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, nous allons… A priori, il n'y a plus de questions. Sinon, Ouais. une remarque assez positive de personnes qui estiment que l'atelier était très intéressant et qui vont dans le sens de Clément Brelot, qui estime que d'autres ateliers sur ce sujet seraient opportuns. D'accord, ben voilà, c'est une information intéressante. En tout cas, ça a été stimulant et ça a permis voilà, des échanges intéressants entre les participants qui ont pu rester jusqu'au bout et qui n'ont pas été découragés par ces interruptions intempestives. Voilà, je vous remercie tous de votre participation et de votre présence, effectivement, qui nous a permis de mettre en relation donc, ces
ces deux notions, ces deux termes de gastronomie et épicerie solidaire qui, effectivement, en fonction des solidarités alimentaires dont on relève, c'est-à-dire soit caritatives, soit démocratiques, vont peut-être être comprises et vécues de façon très différente. Et nous prenons peut-être date pour d'autres débats sur ces questions-là qui, effectivement, ont l'air enfin, suscitent beaucoup de questionnements et d'intérêt. Et c'est vrai que cette question de la sécurité sociale alimentaire par laquelle on a un moment fait évoluer un petit peu le séminaire, c'est quelque chose qu'on entend effectivement de plus en plus monter. Donc là, c'est un débat et la question de la démocratie alimentaire, en tout cas des formes de solidarité qui permettent d'organiser autrement l'accessibilité ou l'accès à l'alimentation pour tous de façon équitable, c'est vraiment un sujet qui prend de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur. Et donc, je pense qu'on sera de toute façon amené à échanger encore sur ces réflexions-là et sur ce sujet-là. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci pour la richesse de ces échanges. Et puis, peut-être, Kylian, tu veux donner l'ultime mot de la fin. En tout cas, je remercie tous les participants. Je voulais aussi dire quelque chose. Clément, oui, bien sûr. On a peut-être un sujet qu'on n'a pas trop abordé, c'est les compétences vraiment culinaires, que ce soit dans nous, des usagers, que ce soit familial, hein, des gens qui n'ont pas un parcours professionnel, mais qui ont ces compétences, voire professionnelles. Et nous, on a pas mal d'exemples quand même à travers les ateliers cuisine qu'on a pu mener, donc je vous ai parlé. On a fait aussi souvent des buffets pour des occasions, des carnavals, des fêtes de Noël, ou des prestations extérieures, où les gens étaient, voilà, on a des femmes qui sont capables, alors je dis femmes, mais il y a aussi des hommes, hein, pardon, capables d'assurer, ils seraient capables de faire un buffet pour un mariage, honnêtement, avec voilà, des pièces de qualité, c'est joli, c'est bon, il y a un vrai savoir-faire. Même moi, voilà, c'est un projet que j'ai toujours dans ma tête, faire une forme de traiteur solidaire. On pourrait mettre, alors là, justement, sous le modèle peut-être coopérative, avec la marque épicerie, puisqu'on a une bonne notoriété, comme je vous disais, et qui permettrait de valoriser ses compétences. Ce ne serait pas forcément un emploi, une rémunération complète pour ces familles, mais qui permettrait, voilà, de proposer différents plats. Alors, solidaire, parce que ça pourrait aider des familles, mais pas au niveau du prix. Là, pour le coup, on resterait sur un prix. Se permettre justement à ces femmes et hommes de pouvoir valoriser leurs compétences culinaires. Voilà, il y a plusieurs, Clément, il y a plusieurs associations comme la vôtre qui sont sur des projets comme ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps encore de le mettre en place. Voilà. Mais du coup, si vous avez des contacts, moi, ça m'intéresserait. Oui, je vous donnerai plusieurs contacts. Ouais. Voilà, c'est très utile. Moi, j'ai un exemple, voilà, pour finir, un exemple concret, magnifique. On a une dame, là, ça fait 4-5 ans. Alors là, on l'a accompagnée longtemps, logiquement, c'est 1 an, hein, pour justement permettre. Nous, on est un tremplin, on n'est pas là pour. On évite justement ce qu'on appelle l'assistanat, même si je déteste ce mot. On a un tremplin pour que les gens, logiquement, n'aient plus besoin de nous. Mais on a une dame, malheureusement, elle avait des difficultés avec son titre de séjour, elle vient d'Algérie, 4 ans en France, elle a participé pratiquement à tous les ateliers, les bénévoles, elle fait aussi ses achats. Elle a fait beaucoup d'ateliers cuisine. Elle a une compétence culinaire, notamment en pâtisserie. C'est magnifique ce qu'elle fait, ces petits plats. Et voilà, elle vient de m'annoncer, donc elle a eu ses papiers il y a 3 mois, elle vient de m'annoncer qu'elle rentre en formation pâtisserie en septembre. Super. Ouais, très bien. Voilà. Donc je dis pas que c'est grâce à nous, puisqu'elle l'avait avant, ce savoir. Mais ça lui a développé une confiance en elle, notamment. Donc on sait qu'on peut venir à Bourges-Nord pour manger de la pâtisserie. Bienvenue. Voilà, vous venez nous voir, il n'y aura pas de problème, vous serez toujours accueillis. Eh bien, merci Clément et merci pour ces informations très utiles que tout le monde a bien en tête, a bien retenues. Pour moi, la gastronomie est possible en épicerie solidaire et au contraire, à travers différentes activités. Tout à fait. Merci à vous tous. Bonne soirée. Beaucoup. Et puis peut-être au plaisir d'un autre échange dans un autre atelier et peut-être l'année prochaine encore sur des questions qui vont se poser sur les thématiques que nous avons développées aujourd'hui. Je ne sais pas Kylian dans la réflexion sur les prochaines rencontres, François Rabelais. On voit que c'est un sujet, une entrée qui intéresse.
Merci beaucoup aux intervenants ainsi qu'au public. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre venue et de vos interventions, pour les interventions bienveillantes. Et naturellement, l'IEHCA est à votre disposition pour la continuité du programme des rencontres François Rabelais, comme de toute la programmation de la Villa Rabelais. N'hésitez pas à découvrir sur le site de l'IEHCA et puis à imaginer des projets avec nous pour continuer le fil de discussion, parce que je vois bien que Clément Brelot a encore beaucoup de choses à nous raconter et à réfléchir. L'IEHCA est à la disposition de tout le monde pour ce sujet. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.